Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, très gros morceau, puisque je vais vous parler du nouveau film Le Comte de Monte Cristo. Alors j'avais pas prévu de le voir jour J, puisqu'il est sorti ce vendredi en salle, étant normalement de jury d'examen, mais comme je suis resté de réserve, voilà, j'ai réservé ma place et profité, ou pas, hein, vous allez très vite le savoir, du troisième volet du très officieux Dumaverse, puisqu'il s'agit d'une autre adaptation des écrits d'Alexandre Dumas, après les deux volets, les trois mousquetaires, qui n'étaient pas fameux, disons-le. Mais voilà, Pathé ambitionne ici peut-être de concurrencer le blockbuster à l'américaine, mais à la française. Et pour réaliser cette nouvelle œuvre, nous avons le duo qui avait scénarisé les trois mousquetaires. Bon, il scénarise ici aussi, mais il passe derrière la caméra, à savoir Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte, qui notamment ont fait deux très bons films en soi, hein. Le meilleur reste à venir et Le Prénom. Et donc on retrouve dans le rôle d'Edmond Dantès, alias le comte de Monte Cristo, un des acteurs français les plus bankable du moment, à savoir Pierre Ninet. Autour de lui, pas mal de noms connus tels que Anaïs de Moustier, Bastien Bouillon, Anna Maria Bartolomei, Patrick Mille, Laurent Lafitte, l'italien Pier Francesco Favino, qui joue l'abbé Faria donc dans la première partie du film, et des petits jeunes, hein, bon, Bartolomei je l'ai cité, mais n'oublions pas Vassili Schneider ou encore Julien de Saint-Jean. Voilà, j'ai à peu près fait le tour, pas mal de personnages quand même importants, pour, attention, hein, je précise d'emblée, un bouquin que je n'ai jamais lu. J'aurais dû, j'ai quand même eu ce courage pour les trois mousquetaires plus jeunes, mais jamais le comte de Monte Cristo. Donc je ne vais pas faire forcément de parallèle avec le roman, sauf sur la version spoiler ici de ce que j'ai à dire sur le film, parce que je crois qu'il y a quand même des petites différences. Mais là, je resterai vague volontairement, quand je parlerai de la fin, quoi, hein, grosso modo. Alors, pour contextualiser les choses, l'histoire se déroule entre 1815 et 1835, grosso modo, hein, sous Louis XVIII, si je dis pas de bêtises, bref, il y a la royauté. Et on va suivre au début Edmond Dantès, tranquille, hein, qui revient d'un périple sur les flots. Mais il va sauver une femme. Malgré lui, ça va lui poser beaucoup de problèmes, parce que celle-ci s'avère être une bonapartiste, et comme il tient tête au capitaine du navire, qui deviendra baron ensuite, hein, le fameux Danglars, joué par Patrick Mille, eh bien, ça sent pas bon pour plus tard. D'autant plus que Edmond Dantès veut épouser une certaine Mercedes, jouée par Anaïs de Moustier, et son cousin, qui est censé être son ami, Fernand, interprété par Bastien Bouillon, il n'a pas l'air très chaud, parce qu'il est amoureux de sa cousine. Bah oui, hein, le côté un petit peu incestueux de la noblesse de l'époque, voilà. Et tout ça va faire qu'il va être accusé de bonapartisme, en fait, malgré lui, Edmond Dantès. Le procureur, joué par Laurent Lafitte, va finalement écouter certains témoignages qui sont faux, et rentrer dans cette idée de conspiration pour se débarrasser de ce jeune homme. C'est quand même triste comme histoire. Et il va être emprisonné au château d'If, sur une île, pendant 17 ans, hein, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et durant toute cette période, il va rencontrer son voisin de cellule, l'abbé Faria, avec qui il va communiquer, hein, et les deux vont tenter de s'évader, l'abbé Faria lui révélant qu'un trésor est caché sur l'île de Monte Cristo. Évidemment, ce trésor, il va le récupérer plus tard, et Edmond Dantès revenir sous les traits, au pluriel, beaucoup de traits différents, hein, avec des masques, du comte de Monte Cristo, et aussi se déguiser en abbé, en Lord Halifax aussi, tiens, personnage britannique, pour fomenter sa vengeance, puisque oui, il veut se venger donc de son ancienne amie, qui a épousé donc celle qu'il devait épouser, donc vengeance sur Fernand de Morcerf, sur le procureur bien sûr, et alors le méchant, raciste aussi d'ailleurs, capitaine devenu baron Danglars. Voilà. Sauf que les années ont passé, des enfants sont nés aussi, plus ou moins légitimes aux yeux d'Edmond Dantès, et afin d'assouvir cette vengeance avec sa richesse, son nouveau château et tout, et ses gadgets peut-être aussi, enfin bon bref, il a de l'argent quoi. Et il va utiliser la jeune garde comme bras armé, et celle-ci va se faire manipuler. Alors c'est là où jusqu'où peut aller la vengeance, c'est la question déjà thématique du bouquin. Vengeance ou justice, se substituer au doigt divin. Et à un moment, hein, on le voit, Edmond Dantès, il est croyant sur le papier, mais il va devenir plus fort que Dieu, comme s'il voulait se venger du destin, puisque c'est dans une Bible qu'on va trouver cette lettre où il a été accusé de bonapartisme. Voilà.
Évidemment, se venger de gens qui sont devenus très ambitieux et qui ont profité de sa disparition pour monter les échelons sociaux aussi. Cela va de soi. Et alors, bah, ça va durer 3 heures tout ça. Oui, 3 heures de film, mais ce n'est que le minimum sur un roman qui fait, je sais pas moi, plus de 1500 pages, j'en sais rien, j'ai pas compté parce que je l'ai pas lu, mais je sais que c'est épique. Et forcément, il y a eu des choses qui ont été raccourcies et pas développées. Je crois que le personnage du petit Maximilien, par exemple, que l'on voit hein, au début du film, enfant, tout ça, n'est pas du tout exploité alors qu'il l'est dans le bouquin. Mais bon, je pense qu'il faut faire la part des choses ici et pas juger le film par rapport au roman. Et juger ainsi ceci en tant que cinéma. Et autant le dire, c'est un pur film de cinéma, et là, il y a une véritable upgrade par rapport aux Trois Mousquetaires d'Artagnan et Milady. Et heureusement, voilà, exit la photographie assez douteuse, certaines scènes où on en faisait trop, sur les plans séquences, ou caméra épaule de certaines actions, là. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment beaucoup de scènes d'action dans le Comte de Monte-Cristo, il y a de mémoire les 2 bastons quand même, enfin, je vais pas spoiler pour la deuxième, mais il y en a une, c'est un petit peu Vidoc mélangé à Orange Mécanique de nuit, là. Ça dure pas très longtemps. N'allez pas chercher le spectaculaire trop là-dessus, c'est surtout une œuvre qui joue à fond sur le romanesque, évidemment, et sur le lyrisme. Ce qui fait que c'est très codé, le cahier des charges est parfaitement respecté, mais il y a une bonne réalisation, une bonne écriture derrière, avec des choix qui ont été faits, qui peuvent être discutables et discutés, bien sûr, et c'est une autoroute. Vraiment, c'est bien interprété, Pierre Ninet, il est vraiment à fond dans son personnage, les méchants sont très captivants, alors surtout, Bastien Bouillon, oui, mais Patrick Mille, j'ai vraiment trouvé assez bluffant, d'autant plus que c'est vraiment le plus méchant des trois, hein. Il y a des remarques très xénophobes de sa part à 2 moments du film, et vu l'actualité en ce moment, ça donne envie encore plus de le détester. Et ça déroule. Voilà, l'amour impossible qui va peut-être essayer de récupérer au milieu de sa vengeance avec Mercedes. Les enfants qui eux-mêmes, alors, enfin les enfants ou les plus jeunes, je reste vague. Donc la nouvelle génération qui elle-même, en étant au milieu de cette manipulation vengeance, vont peut-être essayer de voler de leurs propres ailes et c'est pas facile. Et vous voyez un peu le dilemme absolu. Et on voit le crescendo qui va mener Edmond Dantès du côté obscur, mais disons-le clairement. Parce qu'à un moment, on voit qu'il perd pied, et pourtant le film essaye de nous donner vraiment une empathie envers lui, mais cette empathie va s'effriter, peut-être pas suffisamment d'ailleurs, c'est l'un des problèmes du film, parce que très brutalement vers la fin, finalement, le dark side, c'est compliqué à ce point-là. Je sais pas si c'est pareil dans le livre, mais voilà. Cependant, à vouloir faire une autoroute comme cela, c'est que nous avons un léger souci. C'est que ça se voit vraiment trop, beaucoup plus que dans les Trois Mousquetaires, mais c'est plus réussi. Qu'on veut faire ici du blockbuster à la française, version américanisée. Et c'est presque ironique, parce que le Comte de Monte-Cristo, c'est une œuvre française de base qui a inspiré beaucoup de choses dans les comics ou autres films de super-héros, vigilante, etc. C'est évident ici que Edmond Dantès a inspiré le personnage Bruce Wayne, le Comte de Monte-Cristo, Batman, La Vengeance, et bon, c'est logique, c'est la base. Et bien là, tu as l'impression qu'on récupère ce que les Américains ont fait avec Batman pour en faire un Monte Cristo américanisé à la française. Et c'est bizarre parce que c'est comme si c'était une réponse... la boucle se boucle, oui, mais je trouve que du coup, il y a presque une paresse d'exploitation extraordinairement réussie par ailleurs de cette tentative cinématographique-là qui, pour le coup, joue et surjoue de beaucoup de choses. Et là, on a un léger souci, même si c'est tout le temps bien fait. Bon, il y a quand même un gros problème, pour moi, c'est la musique. Elle est super bien composée, en soi. Franchement, je l'écouterai volontiers à part. C'est Jérôme Rebottier qui est derrière. Mais elle est, alors déjà, un peu surmixée par moments, mais alors elle appuie tout. Les moments épiques, les moments tristes, émotionnels, tout ça, machin. Et ça voilà, c'est vraiment pour... que le spectateur soit tenu par la main. Et ça, voilà, moi, en tant que spectateur, j'ai aimé le film, parce que mais avec mon esprit critique, j'y vois ici quelque chose qui m'embête un peu, parce qu'on laisse pas la personne dans son siège, vraiment, laisser s'imprégner vraiment des émotions par rapport à ce que la caméra raconte. Et au final, la mise en scène, aussi bien faite soit faite, enfin, aussi bien... elle soit faite, mais vous avez compris, bah ça reste dans une sorte de classicisme assez académique, disons-le,
oui, on joue sur des effets de drone, sur des décors, que ce soit des paysages ou évidemment architecturaux, très bien. Les costumes aussi, tout ça c'est très bien intégré. Mais je ne sais pas, il manque un petit truc, il manque un souffle organique à ce film, vraiment. Et pourtant c'est dommage, hein, parce que tout est trop millimétré, c'est trop millimétré en fait, tout simplement. Et à un moment, bah oui, t'as vraiment l'impression de voir quelque chose que une grosse production américaine aurait pu faire. Alors certes, il y a quand même la patte française derrière, peut-être sur le côté costumé d'époque, bien sûr, mais tout y passe, hein, sinon. Hein. Les histoires d'amour, les duels, les moments dramatiques, retournements, révélations, tout ça. Le jeu des masques, le jeu des masques, évidemment. Même dans le symbolisme, hein, souvent dans sa salle à masques, Edmond Dantès, il est là face à son miroir, et il commence à perdre ses certitudes tout en étant en même temps sûr de lui. Mais non, et puis on va te pousser des cris, et on va te taper du poing sur la table dès qu'on n'est pas content. On renforce tout. Et à un moment, le film m'a jamais fatigué à ce niveau-là, mais avec le recul, et à certains moments, je levais un peu les yeux au ciel, mais j'étais pris quand même dans l'ensemble, parce que c'est super bien écrit, parce que c'est un matériau de base richissime, et encore, je pense qu'il a été épuré de certaines choses, voilà. Mais sinon, rien à redire de plus. Par contre, ouais, je vais quand même revenir un peu sur, vite fait, les évolutions finales. Alors, léger spoiler quand même, parce que visiblement sur les vengeances et tout, c'est pas tout à fait pareil que dans le livre. J'ai envie de dire tant mieux, hein, ça rend peut-être le truc moins... on va dire, qui file tout droit. Mais, bon, par exemple, il manque tout un pan final. Ça, de ce que j'ai compris. Le personnage de Maximilien, notamment, qui fait que, voilà. Mais, je crois que le personnage de Bastien Bouillon, normalement, Fernand de Morcerf, ne termine pas comme ça. C'est pas grave. Il y a un duel à l'épée. Après, le duel au pistolet. Bah oui, il fallait qu'on ait tout ça. En plus, c'est très annoncé avant, où on insiste avec les pistolets plutôt, là. Ah ouais, il y a une scène. J'étais à deux doigts de rire devant. Bon, à la rigueur, pourquoi pas, il est très riche, il a beaucoup d'argent. Voilà, comme Batman, il peut avoir des gadgets. À un moment, ben, on est un petit peu à ça. Il y a un stand de tir qui apparaît avec un truc mécanique qui s'ouvre, là. Waouh, c'est bizarre comme ça dénote quand même dans une ambiance 1830 à peu près. Je ne sais pas, voilà. On est plus loin, on n'est pas loin de James Bond et Mission Impossible, donc Batman, tout ça mélangé quoi. Et même dans l'infiltration, les masques évidemment, on va y penser à Ethan Hunt quand même, maintenant que j'y pense là de suite, on est en plein dedans. C'est bien ce que je dis, c'est de la récupération donc de séries ou films britannico-américains qui ont probablement été inspirés de base d'Edmond Dantès. On pourrait aussi penser aux Prisonniers peut-être, mais là, je sais pas, j'ai pas vu la série, je la vois. Je sais qu'il y a un film qui va être prévu, je sais pas si c'est Villeneuve ou Nolan qui a prévu de faire un film de prisonnier. C'est un des deux, en tout cas j'avais vu passer cette news il y a quelques semaines ou quelques mois, peu importe. Et donc cette fin, ouais, la fin est intéressante en soi, où le dilemme total, donc, mais la bascule du côté obscur du personnage donc d'Edmond Dantès, c'est trop brutal selon moi. C'est-à-dire que, ben oui, à un moment, il porte la fatalité en lui, donc venger quitte à sacrifier les plus jeunes. Sauf que vous avez le personnage Vassili Schneider, donc Albert, et le personnage de Anna Maria Vartolomei qui s'appelle Haydée, qui a été récupéré comme esclave, enfin d'esclave, un personnage qui est plus ou moins dans le bouquin mais qui est un peu différent. Voilà, vraiment ils sont tombés amoureux alors qu'à la base elle devait juste se servir, elle était utilisée, manipulée par Monte Cristo. Et vraiment là, il peut rien quand on sait la fatalité, c'est-à-dire qu'à un moment, à manipuler la haine et l'amour de ces jeunes gardes là, bah, il s'y perd. Déjà, il y perd dans la haine de l'un qui va vraiment tuer son père, parce que le fils illégitime, là, qui est joué par Julien de Saint-Jean, va tuer son père, le procureur Laurent Lafitte. C'est une histoire d'enfant qui a été enterré vivant, sauvé au dernier moment. Bon, voilà, je vais pas refaire le film ici, mais il va le tuer, et ça, il n'avait pas prévu que le fils allait se sacrifier et se faire abattre derrière parce qu'il allait tuer son père. Il avait sous-estimé la haine de celui-ci, et il sous-estime l'amour de l'autre. Donc derrière, ça lui échappe, mais ça lui échappe trop vite. Et voilà, la fin est limite trop précipitée sur certains points. Et puis bon, on a ce duel où tu as l'impression, Edmond Dantès se prend quand même un truc dans le ventre. Et il refuse de tuer Fernand, ça c'est intéressant. Pour le laisser face à lui, peut-être qu'il y aura du suicide derrière, mais ça a été coupé. Ça aurait pu, mais ça aurait été trop sombre. Parce que je crois que le personnage de Fernand se suicide dans le bouquin, il me semble avoir compris ça à un moment. En ayant lu des trucs il y a plusieurs années, enfin, il y a des trucs comme ça. Et donc... Mais il survit, Edmond Dantès. Alors je sais pas si dans le livre il meurt, non, je crois pas. Mais il survit, il va devenir Sinbad hein, sur les mers, hein, parce que c'était aussi un de ses surnoms dans le livre. Ok, donc, finalement, la seule porte de sortie pour lui, c'est la mer. Ça commence avec la mer, ça finit avec la mer. Le plan d'ailleurs, final, on le voit dans la bande-annonce. Je sais plus si c'était pas la première bande-annonce où on voyait ça.
Voilà, donc, ouais, il y a une finalité un peu chevaleresque aussi qui est là, et que la vengeance, finalement, ne fait pas tout. Et que on n'a pas à se substituer peut-être à la justice divine, quelque part, mais bon, ouais. Cette fin, moins fan de la fin que le film, en fait, en soi. Voilà, je ferme la zone spoiler. Alors, le conte de Monte Cristo, en soi, c'est très bien. C'est mieux que les deux volets, les trois mousquetaires. Mais j'ai ces réserves-là qui font de moi quelqu'un de trop difficile, peut-être. Ça, c'est mon côté élitiste, à force de voir beaucoup de films et de beaucoup parler cinéma. Mais en tant que spectateur lambda qui reste au fond de moi, quand je regarde un film quand même, je me sépare un peu en deux. J'ai vraiment passé un bon moment et j'ai pas vu le temps passer. Mais il y a des choses à redire, parce que au final, ouais, Pathé veut faire du cinéma américain à la française, ça se sent. Là, pour le coup, ça va au bout, c'est très bien géré avec des bons faiseurs. Mais je ne sais pas, voilà, je ne sais pas plus que ce que j'ai dit là. C'est pas un film que je mettrais dans mon top très haut. Je le signalerai peut-être quand même dans les mentions honorables, parce que franchement, ça vaut le coup. Voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film. Hein. Si vous avez des parallèles à faire avec le bouquin, allez-y, même si bon, difficile de faire une comparaison de toute façon, surtout sur un objet aussi dense, et que 3 heures de film. Je crois qu'il y a eu d'autres films, des séries, beaucoup d'épisodes qui ont été faits sur le comte de Monte Cristo, qui sont sûrement beaucoup plus proches et beaucoup plus détaillés, mais bon, peu importe. Parlons de ce que vous voulez en commentaire et on échange ensemble. Je vous dis à la prochaine. Ciao!